Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'étude de texte. On va étudier un extrait du roman à thèse de dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Un extrait des deux chapitres, le 6e et le 7e chapitre. Maintenant, on passe au texte. Voici notre texte, c'est le début du 6e chapitre. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Qui parle? À qui? De quoi? Où? Quel est le genre de ce texte? Quel est le type de phrase employé dans ce texte? Pourquoi on utilise ce type de phrase? Alors, qui parle? C'est le narrateur qui parle. Et il parle à lui-même. Donc, il s'agit de quel genre de texte? Il s'agit d'un monologue. Où se trouve le narrateur. Et il est dans son cachot, dans sa cellule. Et le narrateur, ici, de quoi parle-t-il le condamné? Donc il parle de son projet d'écriture, de son projet d'écrire. Donc le narrateur, dans sa cellule, il dispose de tout ce qu'il faut pour écrire. Qu'est-ce qu'il le montre? C'est la première phrase du texte. Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Observez le premier paragraphe de ce texte, quel est le type de phrase qui domine dans ce premier paragraphe. Donc, vous avez affaire à des phrases interrogatives. Donc, nous avons affaire à des questions. Ces questions attendent-elles des réponses? Est-ce que le narrateur il attend des réponses en se posant ces questions-là? Non, pas du tout. Comment on appelle une question qui n'attend pas de réponse? On l'appelle la question ou une question rhétorique ou la question oratoire. Quelle est la fonction de ces questions rhétoriques que le narrateur emploie? Elles sont là, ces questions rhétoriques sont là pour indiquer ou pour exprimer l'hésitation et l'agitation du narrateur. L'agitation et l'hésitation du narrateur à écrire, à tenir son journal. Donc il appelle ce qu'il va écrire et il l'appelle journal. Donc regardez le mot qui est surligné en rose. Donc le mot journal. Donc le narrateur s'adresse à lui-même, il hésite à tenir son journal. Pour dire quoi? Il n'est déjà plus de ce monde. Et c'est l'emploi des questions rhétoriques qui marque l'hésitation du narrateur à tenir son journal. Par la suite, le narrateur emploie d'autres mots pour désigner ce qu'il va écrire. Il emploie par la suite le mot histoire, cette histoire. Après, il emploie le mot mémoire et surtout le mot journal. Donc, ces deux chapitres justifient l'existence et la forme du récit. C'est le journal d'un condamné. Donc, il s'agit du journal d'un condamné. Donc, le narrateur, au début, il a hésité à tenir son journal. Il hésite, mais par la suite, il décide d'écrire. Pour quelle raison il décide d'écrire? Regardez les phrases surlignées en bleu. D'abord en bleu, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Une tempête, il s'agit ici d'une figure de style, à savoir, on emploie ici une métaphore hyperbolique, ça veut dire une révolution intérieure, une lutte, une tragédie, comme on l'a déjà vu dans le premier chapitre et dans le second, parce qu'il est obsédé par cette idée, à savoir la condamnation à mort, cette idée fixe qui me possède. Ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme? Donc vous voyez, nous avons beaucoup de questions rhétoriques. Le narrateur ici se pose plein de questions. Il se pose donc des questions et nous avons affaire à des questions rhétoriques qui marquent l'hésitation du narrateur. Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent, tout ce que je ressens de violent? Donc le narrateur décide d'écrire pour raconter ce qu'il ressent de violent, pour décrire ce qu'il ressent de violent, pour décrire ses émotions, pour décrire ses angoisses, ses souffrances. Et regardez la phrase qui est surlignée en vert. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en souffrir, c'est de les observer. Et les peindre m'en distraira. Les décrire m'en distraira. Donc, si le narrateur a décidé d'écrire,
Donc, c'est pour moins souffrir. C'est pour décrire et peindre ces souffrances, ces angoisses et ces terreurs dans le but de moins souffrir. Voilà donc le premier but du narrateur et c'est le but de Hugo parce que Victor Hugo, par la bouche de son personnage, il précise dans ces deux chapitres, à savoir le 6e et le 7e chapitre, les deux buts qu'il poursuit. Quels sont ces deux buts? Le premier but, c'est d'effectuer une autopsie, une analyse, un examen, une autopsie intellectuelle d'un condamné. Ça veut dire le fait d'analyser l'intérieur, l'état psychique d'un condamné en décrivant ses souffrances et ses angoisses. Et on fait cette autopsie donc dans le but de montrer donc aux responsables, aux juges, aux personnes qui condamnent et aux lecteurs de montrer la peine capitale dans toute sa monstruosité et dans toute sa cruauté. Donc voilà le premier but de Victor Hugo. Et bien sûr, et c'est pour cette raison que le narrateur a décidé d'écrire. Donc je vous lis la phrase qui est surlignée en jaune. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer. Donc il s'agit ici de quelle figure de style dans la phrase écrite surlignée en jaune. Donc nous avons affaire à une gradation et même aussi à une répétition. Et c'est une gradation qui met l'accent sur la souffrance du narrateur. Donc le narrateur il souffre tellement, il décrit ici ses souffrances. Et vous avez par la suite cette histoire, il appelle ce qu'il va écrire une histoire. Cette histoire nécessairement inachevée, ça veut dire inaccomplie, mais complète qu'au possible de mes sensations. Ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? Donc si le narrateur décide d'écrire, donc nous avons un deuxième but en général, c'est pour transmettre un enseignement, pour donner une leçon. Et c'est le but de Victor Hugo, parce que par la bouche de son personnage, Victor Hugo, il précise et il poursuit deux buts. Donc nous avons déjà vu le premier. Le deuxième, c'est de transmettre un enseignement, une leçon. Mais à qui il voulait transmettre un enseignement? À qui il voulait donner une leçon? Donc essayez de réfléchir avant de répondre. Donc ces deux chapitres justifient l'existence et la forme du récit, c'est le journal d'un condamné. Même si le narrateur il emploie le mot journal, le mot histoire, par la suite il emploie mémoire, on pourrait dire qu'il s'agit d'un journal d'un condamné. Maintenant on passe à la deuxième partie du texte. Voici la deuxième partie de notre texte. On va répondre à la question à qui on voulait transmettre un enseignement et lisez attentivement les premières phrases, surtout la première phrase. N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante? Donc ici, c'est le premier but de Victor Hugo. Il veut dresser un procès verbal de la pensée agonisante. Il veut faire une autopsie intellectuelle de la pensée agonisante d'un condamné. Donc dans cette progression toujours croissante de douleur, ça veut dire la progression croissante de ces douleurs, des douleurs du condamné à mort, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, d'autopsie ça veut dire d'examen, donc d'examen, d'analyse intérieure du condamné. On pourrait dire que le narrateur fait ici une introspection, une analyse de son état psychique, une analyse de ses sentiments. Il décrit, il extériorise ses angoisses et ses sentiments et ses terreurs pour moins souffrir, mais aussi pour un autre but. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Regardez la phrase qui est surlignée en bleu. Pour ceux qui condamnent, donc il veut donner une leçon à ceux qui condamnent. Et c'est pour cette raison qu'il décrit, qu'il dépeint donc les souffrances du narrateur. En général, c'est pour montrer la peine capitale dans toute sa cruauté et pour convaincre les lecteurs de la nécessité d'abolir la peine capitale et aussi pour convaincre les juges et ceux qui condamnent
donc de la monstruosité de cette peine. Peut-être cette lecture leur rendra la main moins légère. Avoir la main légère, ça veut dire se hâter dans la prise des décisions, donc prendre des décisions à la hâte, se précipiter dans la prise des décisions. Peut-être la lecture de ce journal, il leur rendra la main moins légère. Ça veut dire ils vont réfléchir avant de déclarer, de prononcer un arrêt de mort et avant de condamner à mort une tête qui pense, ça veut dire un être humain. Regardez la suite, la phrase qui est surlignée en vert. Ces personnes-là, ça veut dire ceux qui condamnent, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qui ne s'obstinent pas. Donc, ces gens qui condamnent, ils les jugent, ils les responsables, ils ne voient dans la condamnation à mort que la souffrance physique. Et c'est pour cette raison que le médecin guillotin a inventé cette machine qu'on appelle la guillotine, dans l'intention de moins faire souffrir les condamnés à mort, pour que les condamnés à mort ne souffrent pas, pour qu'ils souffrent moins. Pour qu'ils ne souffrent pas tellement, pour qu'ils souffrent moins. Et on a dit que la chute verticale du côté triangulaire de la guillotine fait moins souffrir les condamnés. Mais ces gens-là, elles oublient les souffrances morales. Et regardez ce que dit le narrateur par la suite. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Ça veut dire que la douleur physique n'est rien par rapport à la douleur morale. Ces gens-là ne voient pas, donc ne ressentent pas cette douleur morale, ils ne prennent pas en considération la douleur morale, alors que c'est la douleur morale qui est difficile à supporter, c'est elle qui est insupportable. Horreur et pitié des lois faites ainsi. Donc vous voyez, un jour viendra peut-être ses mémoires, donc il appelle ce qu'il va écrire mémoire, et les mémoires c'est un genre proche de l'autobiographie, mais dans ces textes, à savoir les mémoires, on met l'accent surtout sur les événements historiques et non pas sur la vie intime de l'auteur. Donc, si le narrateur décide d'écrire, c'est pour donner un enseignement à qui? À ceux qui jugent. Ça veut dire à ceux qui condamnent en général des gens ou des êtres humains en général à la condamnation à mort. Ceux qui jugent des personnes coupables ou non coupables, ça veut dire innocentes, à la condamnation à mort. Voilà donc le deuxième but de Victor Hugo. Donc le second but, c'est de transformer cette histoire en un grand et profond enseignement, en plaidoyer contre la peine de mort, en faisant mieux comprendre les angoisses et les terreurs d'un condamné. Le narrateur, surtout ici l'auteur Victor Hugo par la bouche de son narrateur, il veut montrer la peine capitale dans toute sa cruauté et dans toute sa monstruosité. Donc voilà les deux buts poursuivis par Victor Hugo et bien sûr son personnage. Parce que c'est par la bouche de son personnage que Victor Hugo précise les deux buts qu'il poursuit. Voilà donc pour la deuxième partie de notre texte. Pour la troisième partie du texte, nous avons toujours affaire donc à des questions rhétoriques. Et le narrateur ici, donc, le narrateur ici se pose des questions. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Donc il espère que ce qu'il va écrire pourrait être utile un jour, utile à d'autres. Que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, ça veut dire des condamnés à mort, ils ne sont coupables. Qu'importe, il voulait sauver les autres, ceux qui viennent après lui, parce que lui, il sait qu'il va mourir et son exécution, elle est imminente. Ici, on pourrait considérer ces deux chapitres comme un témoignage. Et le témoignage du narrateur ne sera peut-être pas inutile, ça veut dire qu'il sera utile pour d'autres. Et sa lecture convaincra peut-être les juges de l'horreur de la peine de mort.
à condition que ses mémoires, comme il l'a déjà dit, dernier confident d'un misérable ne soit pas détruit après son exécution. Voilà donc pour le 7e chapitre. Donc, comme on a déjà dit, ces deux chapitres justifient l'existence et la forme du récit, c'est le journal d'un condamné, mais à la réflexion, le procédé se révèle un petit peu invraisemblable, parce qu'à l'époque de Victor Hugo, la rigueur des conditions d'emprisonnement et de détention est telle que même tenir un journal était impossible. Mais ici, il ne s'agit que d'un journal fictif, imaginaire. Donc un journal qui est fictif, imaginaire. Pourquoi? Parce que sans ce journal fictif, on ne sait rien des angoisses d'un condamné. Donc ici, on pourrait considérer ces deux chapitres comme un type d'argument. Il s'agit d'un type d'argument qu'on appelle les témoignages. Donc nous avons ici le témoignage du condamné à mort. Donc l'auteur Victor Hugo, il a recours à ce type d'argument pour persuader les juges et bien sûr les lecteurs de la monstruosité et de la cruauté de la peine capitale, et en général les convaincre et les persuader aussi de la nécessité d'abolir cette peine. Voilà donc pour notre texte. Maintenant, on passe à la situation. On a déjà vu le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, le narrateur revient sur le jour du verdict. C'était par une belle matinée d'août, trop ensoleillée pour qu'il crût à une sentence de mort. Son avocat prévoyait une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, à vie, mais indigné, le narrateur avait répliqué plutôt 100 fois la mort, il avait refusé. Et dans ces deux chapitres, il fait un témoignage, il décrit ses souffrances, ses angoisses et ses terreurs, donc son obsession bien sûr par cette idée, à savoir l'idée d'être condamné à mort. Résumé des deux chapitres, le narrateur hésite à tenir son journal. Et nous avons déjà vu que ce qui exprime cette hésitation, c'est l'emploi des questions rhétoriques. Pour dire quoi? Donc, pour dire quoi? Il n'est déjà plus de ce monde parce qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Son exécution est imminente. Mais pourquoi justement ne pas décrire les angoisses, les terreurs et les tortures du condamné qui attend sa dernière heure? Écrire l'occupera et son témoignage ne sera peut-être pas inutile. Sa lecture convaincra peut-être les juges de l'horreur de la peine de mort, à condition que ses écrits ne soient pas détruits après son exécution. Voilà donc pour le résumé des deux chapitres. Maintenant, on passe aux axes de lecture qui se basent sur ce que nous avons déjà. Voici les axes de lecture qui se basent sur ce que nous avons déjà expliqué. Donc le journal du condamné ici, ce n'est qu'un artifice littéraire, ça veut dire ce n'est qu'un procédé en général fictif pour montrer la peine capitale dans toute sa monstruosité, pour convaincre les juges et les lecteurs de la nécessité de l'abolir. Et dans le deuxième axe de lecture, nous avons les deux buts que poursuit Victor Hugo. Donc, le premier but, c'est de faire une autopsie intellectuelle, de dresser un procès-verbal de la pensée agonisante, ça veut dire une analyse de l'intérieur de l'état psychique d'un condamné. Et le deuxième objectif, c'est de transmettre un profond enseignement ou une leçon. Donc maintenant, voilà donc pour ceux qui veulent imprimer ces axes de lecture en détail. Regardez la phrase qui est surlignée en jaune. Il exprime ici le type d'argument que nous avons ici. Donc il s'agit d'un témoignage, le témoignage du narrateur. Et si on veut bien sûr connaître la tonalité dominante dans ce chapitre, bien sûr, c'est la tonalité pathétique. Et nous avons déjà vu que le registre pathétique est une stratégie de persuasion. Donc l'auteur Victor Hugo, ici, il met l'accent sur les souffrances du narrateur pour inspirer la pitié
et l'attendrissement des lecteurs et pour les persuader de la nécessité de supprimer, d'abolir la peine capitale. Voilà, merci. Donc, voici les deux axes. Maintenant, pour les questions de compréhension que je vous ai déjà données. Vous avez les questions d'une part dans la première case et vous avez le corrigé ou les réponses dans la deuxième case. C'est la fin. Merci pour votre attention.